À en croire la majorité, l'économie française était comme la météo de Rémi André aujourd'hui, au beau fixe. Mais ça, c'était avant. Pas avant les 30 piteuses, commencées il y a 50 ans bientôt, mais avant le second tour de la présidentielle. Depuis, la météo a tourné à l'orage avec en fin de semaine Bruno Le Maire qui déclarait, je cite, « Nous sommes face à des difficultés économiques considérables, le plus dur est devant nous ». Des propos confirmés par les prévisions de l'INSEE publiées hier soir, qui sont franchement peu réjouissantes. Le pouvoir d'achat devrait chuter de 2 points au second trimestre après avoir déjà reculé d'1,5 point au premier. L'inflation pourrait atteindre 5,4% à fin juin sur un an, avec des prix de l'énergie qui connaîtront la progression la plus forte, hausse prévue à 27,3% et 26% en mai et juin, sans compter ceux de l'alimentation qui devraient augmenter de 5 et 6,3% sur les 2 mois. Cerise sur le gâteau, après un premier trimestre à 0 de croissance, on devrait être à 0,25% au second trimestre, d'où notre premier débat. Inflation, pouvoir d'achat, croissance, le pire est-il devant nous? Vous êtes 93,1% à dire oui, avec nous quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime toujours avoir dans les vraies voix, Pascal Delima, chef économiste chez Harwell Management, auteur du livre Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Bonsoir Pascal. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Quand on regarde les prévisions économiques et ce qu'on nous disait avant, on se dit que finalement la mariée n'était peut-être pas aussi belle que ce qu'on croyait. Oui, non, c'est vrai que là on a un problème. C'est clair que voilà, c'est fini. Les années 80, les années 90. Maintenant c'est la guerre. Maintenant c'est les prix de l'énergie, c'est les prix de tout d'ailleurs. On voit que le monde a changé. Ça c'est clair qu'il y a aujourd'hui un problème de maîtrise vraiment de nos destins à travers la politique publique et la politique économique. C'est absolument criant. Et voilà, maintenant il faut attendre que cette guerre se termine avant d'y voir plus clair, malheureusement. Philippe Bilger. Pascal Delima, bonheur de vous retrouver, et votre air infiniment aimable donne à la réalité toujours un tour relativement tranquille. Même quand les nouvelles sont mauvaises. Oui, mais là je voudrais être sérieux, Pascal. J'ai parfois l'impression que votre perception et vos analyses, toujours honnêtes, sont teintées souvent d'une hostilité forte à l'égard de la politique économique et sociale du macronisme. Et sérieusement, tout ce qui vient d'être dit et qui relève du constat, je pense que personne ne discute ce qui vient d'être dit par Philippe David, est-ce qu'on peut dire que ça résulte d'erreurs graves ou même légères qui auraient été commises par le gouvernement d'Emmanuel Macron hier ou probablement demain? Est-ce qu'il y a des incuries, des négligences, des mauvaises trajectoires qui pourraient relever d'une incurie strictement nationale? Pascal Delima. Non, strictement national, non. Nous vivons depuis les années 80 un cycle d'offres, un cycle libéral d'offres, ce qui en soi aurait pu donner lieu à de la création d'emplois, à de la croissance, aurait pu donner lieu aussi à du pouvoir d'achat, sauf que ce cycle mondial de l'offre, qui n'est pas uniquement exclusif à la France, il tourne autour constamment du boostage de la productivité par les innovations, et en particulier toutes les innovations disruptives qu'on connaît aujourd'hui, et qui donnent lieu à quoi? À deux choses, à plus de précarité et au chômage technologique. Je viens de sortir actuellement d'une conférence à École 42 où j'expliquais quand même, École 42, les technologies, oui, l'école de Xavier Niel. Tout à fait, qu'il est tout à fait possible d'avoir un monde technologique où finalement chaque métier s'y retrouve et où quelque part cette économie de l'offre est aussi compatible avec une réflexion sur le pouvoir d'achat. On n'arrive plus à faire passer ce message. Et aujourd'hui, on est entraîné dans une espèce de dynamique incessante d'accélération du temps, d'accélération des tâches, d'accélération de la productivité. Et on ne se repose pas 2 minutes en disant « est-ce que c'est une société viable ?» Et d'ailleurs, même quand on pose cette question, on passe parfois pour des ovnis. Voilà ce qui se passe. Lydia Guirousse.
Je ne sais pas si dans les années à venir, on aura la possibilité comme le président de la République en a parlé, de retrouver une véritable souveraineté alimentaire et une souveraineté énergétique également. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait dans l'un de ses discours, il avait dit que c'était la voie qu'il fallait tracer. Mais dans quelle mesure on peut véritablement aller vers cette souveraineté, notamment alimentaire, puisqu'on sait que les prix, à cause notamment de la crise en Ukraine, ont déjà flambé sur le blé, sur l'huile de tournesol où il y a une pénurie très importante et sur beaucoup d'autres produits. Il y a aussi les œufs et d'autres produits. Comment on peut aller vers cette souveraineté alimentaire? Comment on peut se réorganiser? Pascal Delima, surtout quand on donne les chiffres d'augmentation des produits alimentaires, hein, je les rappelle, 5% de plus prévus en mai et 6,3% prévus en juin. Bon, il y a des petites solutions qu'on connaît un petit peu en économie, qu'on connaît sur le terrain concret des régions notamment. On sait qu'il y a... je donnais aussi une conférence il n'y a pas très longtemps au Crédit Agricole à Montpellier où on parlait beaucoup des circuits courts. Alors, c'est vrai que les circuits courts sont effectivement une solution. C'est cette idée-là qu'on va essayer au niveau régional d'utiliser le maximum de nos possibilités agricoles, le maximum de nos ressources pour pouvoir produire des biens alimentaires qui sont en gros made in France, qui sont les nôtres et voire même qui sont de notre région. Parce que comme vous le savez, on exporte énormément de choses qu'on pourrait utiliser en local. Sauf que, bien sûr, vous l'avez dit, sauf que les prix, exactement. C'est-à-dire que le problème de ce modèle, c'est que les circuits courts, c'est encore un peu cher. Il y a des expériences qui sont faites à droite à gauche, on ne va pas les citer, mais c'est encore cher, premièrement, et ça nécessite un certain protectionnisme. Et voilà, on y est. Et malheureusement, si vous parlez de protectionnisme aujourd'hui, vous voyez ce qu'on risque de retrouver comme type d'argument. Donc on est coincé, on ne peut pas développer les circuits courts, on ne peut pas essayer de trouver une certaine autonomie parce que ça suppose de se protéger et donc de reculer face à la mondialisation. Je l'ai dit quelque part. Et c'est ça qui est difficile à mettre en place. Gabriel Cluzel. Il y a le structurel et le conjoncturel, et puis il y a le conjoncturel qui vient montrer le structurel. Parce que, alors on dit oui, c'est la faute de la crise sanitaire, c'est la faute de la crise en Ukraine, non, mais en fait, ce sont des tendances de fond. Ces deux conjonctures nous montrent, sont comme des révélateurs de finalement des failles du mondialisme, de ces chaînes de valeur, de cette perte de souveraineté que vous évoquiez tout à l'heure, qui nous explose à la figure. Aujourd'hui, il y a une pénurie de bois, alors que nous sommes quand même un pays avec des forêts. Comment expliquer ça aux gens? Aujourd'hui, on nous dit on va manquer de lait. Mais nous étions des producteurs de lait comme nul autre pays. On va tous acheter une vache. Du coup, d'ailleurs, les circuits courts, comme je on vous préviens, en Arabie Saoudite, on va manquer de sable. Oui, voilà, très bientôt. Voilà. Donc c'est vrai que c'est absolument incompréhensible pour les Français. C'est un mode de vie aussi qui s'éteint. Moi, j'ai eu un pompiste, un petit pompiste qui m'expliquait on est en train de mourir parce qu'il y a Salcurant dans l'Aveyron. Vous voyez, il nous disait le petit pompiste qui aide les agriculteurs, qui fournit les pompiers, les infirmières qui circulent toute la journée. Aujourd'hui, il est en concurrence avec des grandes surfaces. Ça, on l'a toujours su. Oui. Mais là, c'est le dernier clou du cercueil parce que les 15 centimes, aujourd'hui, ça profite, vous le savez peut-être, ça profite qui sont offertes par le gouvernement, vous savez, ça profite aux grandes surfaces parce qu'eux, ils ont des toutes petites cuves, donc ils n'arrivent pas à les vider. Quand ce qui vide en un mois, les grandes surfaces le vident en un jour. Donc eux, ils sont encore sur leur vieux stock d'essence chère, si vous suivez le raisonnement. Donc il me dit, on est en train d'être assassiné et on peut décliner cela à l'infini pour beaucoup de corps de métier. Et quand vous dites, oui, il faudrait du protectionnisme, ce que vous sous-entendez derrière, c'est que c'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. Alors ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas soigner des mots parce que c'est idéologique? On ne peut pas aller à des solutions pragmatiques? Bien sûr, et tout à fait. Et si je peux peut-être prendre mon exemple un peu personnel, moi j'adore l'entreprise, je suis du monde de l'entreprise et même des conseils en management, vous comprenez, c'est quelque chose d'absolument incroyable de dire cela. Eh bien si, vous avez de plus en plus de monde, des gens du monde de l'entreprise qui ne comprennent pas pourquoi on ne recule pas un tout petit peu, qu'on ne détermine pas des avantages, c'est pas très compliqué, des avantages comparatifs pour la France, pour l'Allemagne, pour tous les pays européens et commercer avec ces avantages comparatifs qui sont les nôtres et pas ceux de notre voisin. Je ne vois pas pourquoi on se ferait concurrence partout. Et c'est complètement aberrant. C'est pareil dans le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise n'est pas ultra-libéral, mondialiste, comme on veut le laisser entendre à des fins tout à fait politiques. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'on est
qu'on est ouvert sur l'extérieur, nous devons commercer, c'est pas ça la question, mais c'est de commercer un peu plus intelligemment. Voilà. Justement, je voulais vous poser une question avant de redonner la parole aux vraies voix. Qui dit croissance faible dit rentrée fiscale moindre. Qui dit rentrée fiscale moindre dit qu'il va falloir trouver de l'argent pour l'État et que les impôts vont augmenter, non ? De toute façon, croissance faible, oui, recettes fiscales moins, les impôts vont augmenter, la dette est tellement élevée qu'en plus, maintenant, les consommateurs vont commencer à anticiper de devoir payer des impôts plus tard, donc on va réépargner. Enfin, vous voyez, on est dans un... Enfin bon, on va essayer quand même de... Bon, il y a un problème, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, je mets au défi de gens qui peuvent se projeter sur l'achat d'un bien immobilier à 10 ans, à 20 ans, sur parfois un projet de famille, sur parfois des... Voilà, il y a un problème de projection aujourd'hui qui est, à mon avis, lié évidemment à la Covid et à la crise. Alors pour le coup, les difficultés de projection qui impactent la croissance sont un peu liées à la Covid et à la guerre en Ukraine. Mais là on ne parle pas des modèles du capitalisme qui sont aussi à remettre en cause, ce qu'on disait il y a 2 minutes. Mais tout cela rend les choses compliquées, évidemment que ça rend les choses compliquées. Philippe Bilger veut réagir. Est-ce que j'ai écouté Gabriel à l'instant, est-ce qu'au fond, on n'est pas invinciblement condamné à aller vers ce que j'appellerais l'idéologie du libéralisme avec ses excès, au lieu d'accepter, comme vous l'avez approuvé tout à l'heure, Pascal, le pragmatisme qui nous permettrait de réagir de manière plus cohérente aux défis d'aujourd'hui. Mais quand je vous entends, ça me rappelle, vous êtes trop jeune, mais j'ai parfois l'impression que vous renvoyez à une conception économique qui était celle de Ludwig Erhard, de l'ordolibéralisme. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un peu la vôtre ? Alors, je rappelle pour les auditeurs, Ludwig Erhard, si je ne m'abuse, était un chancelier allemand dans un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, mais je suis sûr que Pascal a entendu parler de l'ordolibéralisme. Absolument. J'ai non seulement entendu parler de l'ordolibéralisme, et c'était un des chapitres de ma thèse. Effectivement, moi je crois beaucoup au libéralisme et à la social-démocratie dans un contexte protectionniste et de défense en réalité du progrès pour tous, même dans l'inégalité des trajectoires. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'en réalité aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce modèle-là. Nous sommes dans un modèle, en fait, qui est un modèle purement libéral et qui n'est pas un modèle qui cherche à rendre compatibles des trajectoires, même si elles sont différentes, même si elles sont inégales. Et nous ne sommes pas non plus dans un modèle de prise en compte de la science dans le développement des politiques économiques, ce que faisait l'ordolibéralisme. Et malheureusement, aujourd'hui, j'espère qu'on va enfin arriver à intégrer tout ce que dit la science, la rendre pédagogique, en faire des politiques pragmatiques. Mais pragmatique, c'est pas dire tout. Parce que les gens confondent parfois pragmatisme avec tout est possible. Non, les mots ont un sens, donc tout n'est pas possible. Mais il y a certainement un modèle qui fonctionnait bien dans les années 60-70 en Europe, qui aurait pu être développé ou dans d'autres pays, en Allemagne en particulier, à une autre époque. Ça réagit au 0826 300 300 direction Bordeaux. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Avec plaisir. Je voulais réagir et rebondir sur une remarque, une question posée par M. Bilger il y a quelques minutes quand il demandait est-ce qu'il y aurait eu des erreurs faites au niveau national. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est le chiffre du déficit du commerce extérieur qui est de plus de 85 milliards d'euros. Et ça, c'est Macron qui en est le premier à l'heure actuelle responsable, quoi qu'on dise. Et lorsqu'on compare d'ailleurs avec les pays qui ont connu la crise du Covid, qui ont connu les mêmes difficultés que nous, ils n'ont pas ce déficit abyssal. Et je crois que l'erreur majeure, c'est d'avoir réélu quelqu'un qui est la quintessence d'une politique suicidaire que nous menons depuis 40 ans en France, qui consiste à s'arrimer à l'Europe et en particulier à l'Allemagne, à l'encontre de nos intérêts, et qui nous mène dans la situation où nous sommes, où effectivement nous ne pouvons plus parler de protectionnisme sans être taxés de tous les noms
si je puis me permettre de reprendre un polémiste bien connu, l'horreur quasiment de la vie, vous voyez. Et donc, c'est vraiment une catastrophe, je pense, que d'avoir reconduit sous des prétextes de fallacieux, là, de crainte, de fantômes du passé, cette nullité au pouvoir. Alors ça, c'est votre point de vue, Guillaume de Bordeaux, merci. Il nous reste 30 secondes. Pascal de Lima, est-ce que le problème, c'est que 85 milliards de déficit commercial, on parle de 100 milliards pour 2022, là on exploserait les records. Est-ce qu'on a mené une politique suicidaire depuis 40 ans qui explique notamment notre désindustrialisation massive ? Et je préciserai en plus que nous sommes dans une politique de réduction des coûts pour des raisons de concurrence mondiale. Donc vous voyez, non seulement on réduit les coûts, si vous réduisez les coûts, vous réduisez les salaires. Enfin, à moins qu'il y ait eu un loupé dans mes cours d'économie. Si vous réduisez les salaires, vous réduisez le pouvoir d'achat. Et en plus, on est en déficit commercial. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Il faut aller jusqu'à combien de salaire pour enfin être en excédent, quoi. Vrai sujet, alors que des pays à haut salaire, comme l'Allemagne, même s'il y a beaucoup de bas salaires, notamment dans les industries agroalimentaires par exemple, exactement, ont un excédent commercial qui dépasse largement les 100 milliards. Parce qu'ils sont sur leur avantage, tout à fait. Oui, c'est sûr que l'Allemagne a l'avantage, notamment grâce à l'euro. Merci beaucoup, Pascal de Lima, chef économiste chez Harwell Management, auteur du livre Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Verdict sur Twitter, inflation, pouvoir d'achat, croissance, le pire est-il devant nous? Vous êtes 93,1% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec la chronique de Philippe Rossi.